dans une discussion publique organisée par le Grand Meeting, je voudrais donner le sens de notre présence aujourd'hui ici. C'est une réunion organisée par le Grand Meeting. Alors, le Grand Meeting est un concept qui date de 3 ans déjà. Chaque année, en date du 15 août, nous nous retrouvons tous ici pour essayer de réécrire à notre façon l'indépendance nationale, de se refilier avec le peuple congolais qui fête en même temps que nous cette fête nationale. Donc ça, c'est la première direction de notre présence ici. La deuxième, c'est que nous pensons que le propre de l'indépendance nationale qui a été articulé autour de l'unité travail-progrès, cette question nous pose tous aujourd'hui des tas de problèmes. Sommes-nous réellement au Congo dans une phase d'unité? C'est toujours la même question qui revient tous les ans ici. Sommes-nous dans une phase de progrès? Je ne pense non plus. Et dans une phase de travail, d'activité pour tout le monde. Ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de précarité, beaucoup de chômage, beaucoup de souffrance. Et donc c'est une thématique intéressante de revoir la question de l'unité. C'est pour ça que vos interventions tout à l'heure sur cette question sont attendues. Et la question du progrès, qui implique y compris la modernité de notre pays. On ne peut pas rester en cet état. Là aussi, vous avez beaucoup de gens qui vont intervenir là-dessus. Et donc, la question aussi du travail. L'autre question qui nous regroupe aujourd'hui, c'est la question du bien commun, la question de la République. Grande question, tous les ans, tous les 15, nous revenons là-dessus sur la République. Qu'est-ce que la République? Est-ce que c'est une affaire de quelques-uns? Ce sont les puissances, comme je les appelle, de l'entre-soi, entre nous. Est-ce que c'est un pacte secret ethno-régional, régionaliste? Tout ça, c'est des questions très très importantes aujourd'hui. Qu'est-ce que la République? Qu'est-ce que le bien commun? Comment on peut faire pour protéger le bien commun? Ça, c'est une préoccupation si majeure du Grand Meeting depuis 3 ans. L'autre question qui nous intéresse, la dernière fois, le dernier meeting, le dernier Grand Meeting, on s'était adressé à la question de la résistance. C'était donc le mot d'ordre qui partait d'ici. On demandait donc à la résistance de se réveiller. Il y avait aussi la question de l'appel à la désobéissance civile et la résistance face au coup d'État constitutionnel de Denis Sassou Nguesso. Donc ça, c'était les thématiques la dernière fois. Or, ces thématiques-là ne sont pas restées des thématiques des gens de la diaspora. Vous voyez que le 27 septembre, ces thématiques ont été reprises par les nôtres au pays. Donc, c'est ça l'articulation entre ce que nous faisons ici et les conséquences pratiques sur le terrain du discours du Grand Meeting. Donc là, on a vérifié qu'en effet, le 27, ces mots d'ordre-là ont été pris en charge, sauf la question de la concrétisation. Il y a quelqu'un qui va intervenir là-dessus. Pourquoi on a échoué? Ou bien pourquoi, justement, cette grande mobilisation, cet appel à la résistance, à la désobéissance civile, n'est pas arrivé jusqu'à le renversement du système autocratique et dictatorial. L'autre problème que nous débattons ici, c'est celui de la finalité. Le dernier congrès des jeunes gens de l'étranger ont décidé que le rassemblement se fasse sur la base d'une figure de rassemblement élargi, qu'on appelait le mouvement républicain pour la libération du Congo. Aujourd'hui, ici aussi, il y a un mot d'ordre important qui est proposé dans ce sens-là, qui est le Front uni. On ne peut plus rester comme ça. Il faut que le rassemblement se passe par le Front uni. Le Front uni est donc la nouvelle alliance, semble-t-il, que nous serons obligés ici de formaliser pour proposer à nos frères qui se battent là-dessus. Voilà à peu près les grands enjeux, indépendamment de vos interventions, que le Grand Meeting pour cette année vous propose. Repenser l'articulation d'un grand rassemblement. Va-t-on l'appeler Front uni? Si c'est Front uni, va rassembler qui? Les Congolais de l'étranger ou de l'extérieur? Comment on va articuler ce discours-là? Voilà à peu près en ouverture ce que j'ai à vous dire. Autre chose, c'est que nous avons pour principe l'éthique. Ici, on ne se bat pas
On ne se bat pas ici, on respecte les uns et les autres. Ce sont des débats. C'est le respect des sensibilités politiques tout le temps. Il n'y a jamais eu vraiment comment on peut dire ça, de dérapage entre nous. Chacun a le droit de dire ce qu'il a à dire. C'est un lieu de débat. Et je crois que c'est très important parce que les gens qui viennent ici animent la plupart des organisations qui gèrent aujourd'hui la diaspora. Ce sont des sensibilités aussi de la vie politique nationale. Donc je fais appel à vous. Essayons d'être corrects dans ce débat. Alors je passe la parole à M. Marc Mapingou qui a une intervention à faire. Vous connaissez très bien. Il a été... c'est lui qui a fait la campagne de Pascal Lissouba. Il a été porte-parole aussi il est porte-parole jusqu'à présent, je crois, du général. Et plus important encore, Marc Mapingou a accompagné beaucoup d'activités dans la diaspora. Peut-être il n'est pas toujours là, mais en tout cas il fait un travail considérable pour aider le combat patriotique. Je vous remercie. Écoute, Sébastien, je te remercie pour toute cette présentation, pour ces gentils mots. Je n'avais pas fondamentalement... je me suis dit, il y aura des intervenants, il y aura des thèmes. Peut-être qu'à partir de ces thèmes-là, chacun va rebondir à tout moment. Mais j'avais juste une pensée pour remercier Sanelli, tous ceux qui ont organisé justement ce moment, qui devient une tradition, comme tu l'as répété. Et en même temps, si on était plus nombreux, j'allais peut-être prêcher pour ce que tu venais de dire, c'est-à-dire la tolérance. Parce que si on fera bien sûr tout à l'heure le bilan de pourquoi ça marche, pourquoi ça n'a pas marché, mais je pense que à partir de ce moment-là, je serai plus prompte à répondre et à donner un peu la vision que j'ai aujourd'hui de tout ce parcours que tu viens de décrire, hein, qu'il s'agisse de mes voyages à l'extérieur du pays ou mon expérience avec Lissouba ou avec vous, avec tout le monde, hein, surtout avec toi. On est des compagnons quand même de longue date dans ce combat depuis les moments de la conférence nationale. Donc j'ai certainement quelque chose à dire, mais je vais attendre les interventions de ceux qui ont certainement préparé un travail là-dessus pour donner mon opinion. Je vous remercie. En tout cas, je souhaite à tout le monde bonne fête de l'indépendance, surtout, parce que c'est notre fête aujourd'hui. Et en même temps, j'étais avec ma soeur tout à l'heure, qui est au Congo, et j'ai dit bonne fête de l'indépendance. Elle a dit, oh, quelle indépendance, c'est plutôt bonne fête de la Sainte Vierge, parce que au moins elle doit intercéder pour nous auprès de Dieu là-bas, parce que le Congo a un réel problème de réconciliation, d'unité, de reconstruction, et voilà. Mais cela dit, je vous remercie, et puis bons travaux. Merci beaucoup, mon cher ami Sébastien. Je pense même rebondir sur les dernières paroles que venait de tenir mon frère aîné, et qui, s'adressant, parlant à la grande sœur ou petite sœur, je ne sais pas, au pays, et qui a dit quelque chose qui m'a beaucoup réjoui. Quand elle vous dit quelle fête, de quelle fête? La fête pour la Sainte Vierge Marie, oui, mais la fête pour le Congo, elle a dit non. Voilà. Et c'est tout compte fait l'objet de mon intervention. Mon intervention vient tout simplement étayer les propos que l'une de nos sœurs a tenu à adresser à l'un de nos frères qui est ici présent. Oui, le Congo n'est pas indépendant. Elle a eu raison de le dire. Le Congo n'est pas indépendant, pourquoi? Pour une raison toute simple. C'est vraiment dur à dire. Même moi, ça a été très dur
de l'affirmer, mais bref, je me suis retrouvé devant les textes. Ce sont les textes qui m'ont permis aujourd'hui de dire et de comprendre finalement que le Congo n'est pas indépendant. Je vais être assez bref à ce sujet. C'est un sujet qui est long, mais je vais essayer d'être bref. Nous avons tous en mémoire, nous n'étions peut-être pas là, ou ceux qui étaient là peut-être en 1958, le général de Gaulle avait sollicité l'adhésion à la République et à la communauté de tous les États ex-colonies françaises. Il y en avait 15. Sur les 15 États, il y a eu un État, donc la Guinée-Conakry, qui le 28 septembre avait refusé l'adhésion à la communauté. Le 28 septembre 1958. Sur les 15, donc, il y a 14 États qui vont adhérer. Et parmi les 14, il y a le Congo, il y a l'Algérie. Je vais m'appesantir sur les deux cas. Et donc, la Guinée, elle est indépendante depuis le 2 octobre 1958. Il va y avoir donc, parmi les 14 États, un État, qui est donc l'Algérie, qui n'était pas un État. Mais quand ils sortent du territoire, plutôt de la Constitution de 1946, donc la 4e République, l'Algérie devient un département de la France, comme le 92, le 93, le 75 et autres. Mais il était prévu dans la Constitution, qui est là, j'ai tous les textes, j'ai la Constitution de 1958. Dans cette Constitution, il était dit que une fois adhéré à la communauté, quel que soit le statut qu'avait le territoire d'outre-mer à cette époque-là, à tout moment, chaque État pouvait demander de sortir de la communauté, donc d'être indépendant. Et c'est ce que certainement nombreux des États qui avaient adhéré avaient programmé. Mais c'est l'Algérie qui l'a manifesté, qui a manifesté cette volonté de devenir, non seulement donc de sortir du cadre de département et de devenir État indépendant. C'est ce qui va conduire à la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, ça causait des dégâts de part et d'autre, et ça les a emmenés aux accords d'Évian. Aux accords d'Évian, il va donc être retenu l'organisation d'un référendum en Algérie dans les 4-6 mois qui suivaient. Les accords d'Évian sont déroulés du 7 au 18 mars 1962 et le 19 mars 1962, le gouvernement français a fait une déclaration. Donc de cette déclaration découlera la question qui va être posée aux Algériens dans les 3 mois ou 4 mois et les 6 mois qui suivaient lors du référendum qui finalement va avoir lieu le 1er juillet 1962. Les résultats publiés le 3 juillet 1962 et l'indépendance est proclamée le 5 juillet 1962. Bref, pour les indépendances des ex-colonies françaises, il n'y a que 2 États. L'État de la Guinée qui avait refusé d'entrer dans la communauté et l'Algérie qui obtiendra son indépendance après référendum. Pourquoi le référendum? Parce que le mot référendum est essentiel et fondamental. Le texte que vous voyez ici, celui-là, parce qu'il y a 2 textes, ça c'est le texte constitutionnel originel qui avait été donc adopté le 28 septembre 1958, jusqu'à chez nous. Donc de Paris jusqu'à Brazzaville et en passant dans d'autres territoires. Et c'est ce texte-là qui avait été adopté. Après ce texte, à son article 86 alinéa 1, c'est là où effectivement la Guinée s'était prononcée. La Guinée s'est prononcée tenant compte du contenu défini par l'article 86 qui est là. Je vais vous le lire. La transformation du statut d'un État membre de la communauté peut être demandée soit par la République française donc,
soit par une résolution de l'Assemblée législative de l'État intéressé, exemple le Congo ou la Guinée, confirmée par un référendum local, dont l'organisation et le contrôle sont assurés par les institutions de la communauté. Les modalités de cette transformation sont déterminées par un accord approuvé par le Parlement de la République et l'Assemblée législative intéressée. Dans les mêmes conditions, un État membre de la communauté peut devenir indépendant. Il cesse de ce fait d'appartenir à la communauté. Ça, cet article-là, c'est là où s'est posé, là où il était, le choix en fait c'était là. Et c'est sur cet article que la Guinée dira que nous on lutte pour les indépendances depuis longtemps. Mais pourquoi aller à la communauté et un jour chercher à y sortir? Et donc voilà la signification du non de la Guinée à l'adhésion à la communauté. C'est là. Et donc je disais tantôt que les 14 autres avaient accepté dans le but peut-être 2 ou 3 ans ou peut-être pourquoi pas y rester définitivement dans la communauté et pourront se prononcer. Cet article-là, quand finalement le nom de la Guinée va arriver, ça créait un tollé parmi la classe politique africaine. Quel a été le tollé? C'est qu'une fois que la Guinée avait dit non à l'adhésion à la communauté, la Guinée va être reçue à l'Assemblée, aux Nations Unies. Au même titre que finalement De Gaulle. Et donc, les autres chefs de gouvernement de l'époque en Afrique, quand ils ont vu ça, donc ils se sont dit, De Gaulle nous a trompés. Et c'était donc grave. Je vous fais grâce de tout ce qui s'est passé à cette époque. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? La France va donc craindre la sortie de la communauté de certains États qui avaient dit oui. Et donc, il y a une loi constitutionnelle qui va être prise, c'est le premier amendement de la Constitution de la Ve République. Ce texte-là, c'est le premier amendement. Vous le verrez là. Excusez-moi. Ça, c'est la Constitution française en vigueur aujourd'hui. Il y a un amendement, il y a 24 amendements. Il y a un amendement qui date le dernier amendement, il date de 2008. Hein. Voilà, j'ai son intitulé. Mais donc cette constitution-là, qui avait été votée le 28 septembre 58, qui a reçu plusieurs amendements, et dont le premier amendement, donc c'est la loi, c'est cet amendement-là, et c'est la loi constitutionnelle numéro 60-525 du 4 juin 1960. Mais en fait, pourquoi cette loi est prise? La République française prend cette loi pour éviter de vivre d'autres Guinées. Parce que tout le monde, même au Houphouët-Boigny, était très déçu le fait que celui qui était dans l'UDDA, RDA, qui était son adjoint, pas son adjoint, mais il était membre, donc Sékou Touré était membre de l'UDDA, le président dans l'Afrique de l'Ouest, c'était donc Houphouët-Boigny. Et quand Houphouët-Boigny va se rendre compte, qui est ministre d'État à l'époque, mais va se rendre compte que celui qui a choisi de dire non, de ne pas rentrer à la communauté, aujourd'hui est reçu aux Nations Unies comme État membre, donc président au même titre que De Gaulle. Ça a créé un tollé et qui a fait que, bon ben non, voilà, pour prévenir cela, et c'est cette loi-là qui va être prise. C'est le tout premier amendement de la Constitution de 1958 qui court jusqu'à aujourd'hui. C'est le tout premier amendement. Donc, les autres pays, on dira donc dans cette loi dit que finalement, vous pouvez être indépendant, mais tout en restant dans la communauté. Vous pouvez prendre votre indépendance, mais vous restez dans la communauté. C'est ce que dit cette loi. Donc ce n'était plus la menace qui était dans le premier texte, le texte originel que je vous ai lu, que non, si vous demandez l'indépendance, donc vous sortez de la communauté. Mais cette loi-là va dire, vous pouvez prendre l'indépendance, mais vous restez dans la communauté. On passe. C'est grave. Vous avez
ce lot-là, ça fait 195 pages. Ça, c'est toute la France et la communauté. Dans ce document, ça résume tout ce qu'il y a eu comme accord en 1960 pour les indépendances. C'est un document de 195 pages. Je vous garantis que j'ai souffert pour regrouper, réunir tous ces documents-là. J'ai souffert, ça je vous l'avoue. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que aujourd'hui, nous avons cette occasion de découvrir ces documents. Donc c'est de ce document que j'ai extrait les documents qui concernent le Congo. Le Congo a signé 11 accords avec la France, presque c'est le même nombre pour le reste des États. Et dans les 11 accords, tous les accords pour lesquels nous devrions aller à l'indépendance sont là. Il y a eu deux phases. La première phase, deux grandes phases, hein, je vous fais grâce des phases intermédiaires. Il y a eu deux grandes phases. La première phase, c'est que c'est le 12 juillet, c'était une délégation, ils étaient 5, Youlou, Massamba Deba, Tchétchélé, Opango et Mambeke Boucher. Donc ils sont venus 5 pour signer le 12 juillet les accords avec la France. Et pour ce jour-là, le représentant de la France, c'était autre que le Premier ministre de l'époque, donc Michel Debré. C'est donc avec Michel Debré que les accords de Matignon vont être... C'est pour ça qu'on les appelle accords de Matignon. Donc voilà, on les appelle par accord de Matignon parce que ça s'est passé à Matignon et le Premier ministre de l'époque c'était Michel Debré. C'est pas aujourd'hui, ce n'est vraiment pas le jour J pour vous détailler tout, mais dans ces accords qui vont être ratifiés à Brazzaville le 15 août, donc le 14 et le 15 août, pour l'indépendance. Donc ça a commencé à Paris et ça va à Brazzaville le 14 et le 15 août 60. C'est pour ça qu'on parle d'indépendance le 15 août. Mais ce n'était qu'une deuxième étape. Parce que la troisième étape de la signature de ces accords, c'était la tenue du référendum. C'est la troisième étape. C'est-à-dire qu'il est défini, il est dit que, c'est l'article 86 que je venais de vous lire, qu'après la signature, l'initiative prise par le président de la République ou par l'Assemblée législative qui était donc à Brazzaville, donc dans les autres, et comme dans les autres États, il y avait à soumettre ces accords-là au référendum, un référendum local. Donc chaque État qui sollicitait l'indépendance avait à suivre cette procédure-là. Matignon, capitale, Brazzaville, Djamena ou je ne sais pas où, et soumettre ces accords au référendum. Et c'est donc le peuple qui doit, pour ne pas dire qui doit se prononcer sur le contenu de ces accords. Et je vais illustrer le contenu de ces accords par un seul exemple. Aujourd'hui, on parle du franc CFA, de la monnaie. Ce problème de monnaie, où certains disent qu'il y a un problème de convertibilité, c'était pour la convertibilité qu'on a signé ces accords. Non, ce n'est pas pour la convertibilité. C'est que dans ces accords, il y a un élément clé. Le Congo, le Tchad, la Centrafrique, le Gabon, il y a 7 matières premières stratégiques qui sont consignées dans ce document. Et ces 7 matières premières stratégiques ne peuvent être, donc l'exploration d'abord, hein, l'exploration sur votre territoire ne peut être engagée qu'après avis de Paris. Après exploration, on découvre ce qu'on peut trouver dans le sol. Après exploration, l'exploitation ne peut se faire qu'après avis de Paris. Donc Paris doit être associé à toutes les étapes, jusqu'à la vente. Et une fois
au sujet des 7 matières stratégiques consignées. Les recettes générées par la vente de ces 7 matières premières, ou l'une ou l'autre, ou toutes les matières premières. Les recettes passent par le Trésor de Paris. Toutes les recettes passent par le Trésor de Paris. On nous a certainement fait croire que c'était par rapport à la convertibilité. Non, il ne s'agit pas de la convertibilité, mais il s'agit des accords. Il s'agit des accords qui lient la République, l'État du Congo à la République française et les autres États. Ces accords-là sont clairs et il y a les accords de défense. C'est-à-dire que ces matières premières ne servent pas que pour le Congo, pour le cas du Congo. Ces matières premières servent à la défense et à la protection des 14 États plus la République française. Donc ce n'est pas les matières premières qu'on retrouve dans les 14 pays, à 14 États de l'Afrique, des ex-colonies françaises, n'appartiennent pas qu'à ces pays-là, mais appartiennent à la République française et la communauté. D'où le contrôle, d'où la maîtrise de leur utilisation. Et voilà. Et c'est l'objet de ces accords-là. Ces accords, c'est des accords clés. Que ce soit en matière ou en monnaie, tout est dedans. Tout est dedans. Et donc même l'indépendance, quand on dit l'indépendance, c'était sur la base de ces accords-là. Quand vous décidez de dire que non, bon, nous ne voulons plus de ces accords, ou nous voulons de ces accords, il faut le faire ratifier par un référendum. Aujourd'hui, à Brazzaville, moi-même, je suis comme vous au départ, avant que certainement je ne prenne connaissance de ce monument, de ce monstre, c'est un monstre, pour ne pas dire monument, de ce monstre. Et nous pensions que nous étions indépendants. Mais au fond, nous ne le sommes pas. Peut-être, on va dire que non, oui, mais oui, on a l'autonomie. C'est les accords nous donnaient l'autonomie. On peut faire ce qu'on veut, comme le 33, donc le département 33 où j'ai vécu, il a un budget qui est autonome, ou la région Aquitaine, Poitou-Charentes aujourd'hui, ils ont donc ils ont ce pouvoir de gérer leur région ou leur département comme ils veulent et quand ils veulent. Mais tout en sachant qu'ils dépendent, pour les départements, ils dépendent de Paris. Et donc les États, les 14 États, non pas les 14 États, les 13 États qui sont restés parce que l'Algérie également a eu son indépendance par voie référendaire, et bien donc les 13 États, aujourd'hui, il n'y a que les 2 États qui ont leur monnaie. Il n'y a que les 2 États qui ont leur monnaie. La Guinée, oui. Dites-moi. Parce qu'on a un problème de temps, 15 minutes, par contre je vous donne la parole. C'est-à-dire que dans cette problématique-là, de la fausseté de la question de l'indépendance, en tout cas notre réception de cette question qui est faussée, vous venez de montrer la dimension des accords, qui est une dimension secrète, cachée, et qui n'est pas discutée. Quelle est l'articulation par rapport à ça, et cette idée majeure qui consiste à dire, dans une nation, on peut avoir 2 États? Est-ce qu'il y a une articulation? Voilà. Merci beaucoup. Oui, parce que là, tu me fais sauter à... parce que le temps passe. Voilà, ok. Bon, mais pour parler de ça, c'est ça, effectivement, comprenez-moi, de grâce, c'est ça qui m'a permis de fouiller. C'est ça qui m'a permis de fouiller. C'est finalement ce projet que nous avons mis sur la table, et qui, c'est quand je reviens de Brazzaville, que... Il se passe à Brazzaville le 4, dès le 4, à Brazzaville Sud, dès le 4 avril, ce qui se passait, ce que nous avons tous déploré, ces bombardements, ces attaques, qui sont poursuivis jusque dans le pool, et que quelque part, je vais constater que le président François Hollande ne dit mot. Alors que, quelques mois auparavant, le président François Hollande, c'est lui qui a autorisé Monsieur Denis Sassou Nguesso, il est venu le voir, il était venu le voir expressément en juillet 2015 pour lui demander effectivement s'il pouvait organiser un référendum pour changer la Constitution, pour modifier la Constitution.
Et vous vous souvenez qu'il y a eu un article publié, dans le journal Jeune Afrique. François Soudan avait publié un article dans lequel il parlait du retour de Denis Sassou Nguesso qui ramenait le sésame, voilà. Hein? Et c'est là, c'est ce moment-là, ce jour-là, c'est lors de cette visite, que effectivement Denis Sassou Nguesso, quand il repart à Brazzaville, il repart avec le sésame. Et le sésame, c'était quoi? C'était l'autorisation que le président François Hollande lui avait accordée de pouvoir modifier la Constitution. Et en lui disant, mais tu le fais tout en réunissant un consensus maximal. Ça, c'est les termes que nous apprenons de l'article publié par François Soudan. C'est là, c'est ça ces accords-là. Dans ces accords-là, le président de la République française est le président de la communauté. Donc, beaucoup de choses qui doivent être faites dans ces pays doivent passer par le président François Hollande et la République française. C'est ça. Et tant que nous ne nous sommes pas, tant qu'on ne s'est pas prononcé pour oui ou non sur le contenu de ces accords, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire que nous sommes indépendants. C'est clair, ces accords-là sont signés sur la base de cette constitution-là. Donc, tout se lie. Et c'est pour cela que jusqu'à ce jour, l'argent du Congo passe toujours par le trésor de Paris. Donc, on ne peut pas dire pourquoi ça passe par le trésor de Paris. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui? Mais aujourd'hui, si Nicolas était un blanc, il est président du Congo, l'argent avec lequel il doit établir son budget et tout, il passe par, quand il vend les matières premières au Congo, l'argent passe par, doit venir par Paris. Lissouba a connu ce problème-là. Milongo a connu ce problème. Aujourd'hui, on parle de Sassou qui connaît ce problème. Mais ce n'est pas l'argent qui manque. L'argent est là. L'argent est là. Mais c'est que c'est le seul moyen pour le président de la République française et de la communauté d'avoir la mainmise et le contrôle sur les États de la communauté. Tant que ce problème-là ne sera pas réglé, c'est-à-dire que tant que nous tous, nous ne nous prononcerons pas, si on est d'accord, on dit qu'on est d'accord, donc on continue. Mais si on dit, oui, il y a sur les 11 ou 14 accords, bon, il y a 2 accords qui ne tiennent pas, mais il faut qu'on se prononce. Est-ce que vous ouvrez des pistes dans le débat? Parce qu'il y aura un débat. Je ne sais pas si ça nécessite, s'il y a des questions de précision à poser, on les posera. Et par rapport à votre question, c'était pour dire que nul était ce projet, effectivement, qui est allé jusqu'aux Nations Unies, et nul était cela. On n'allait pas chercher à comprendre. Moi, personnellement, je n'allais pas trop chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et j'ai voulu chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que quand j'arrive à Brazzaville le 7 mars, on me dit que Denis Sassou Nguesso était en train de passer en boucle l'interview que Hollande avait passé ici, où il dit que le président du Congo avait le droit de consulter son peuple. Et ça passait en boucle à Brazzaville. Et ça a traumatisé les gens. Oui, cette interview a traumatisé les gens. C'est-à-dire que pour simplement éclairer notre assemblée, l'indépendance du Sud, c'est une problématique de la vraie indépendance nationale. Eh bien, je pense que finalement, en parlant de l'indépendance de l'État du Sud du Congo, je me suis rendu compte que même si nous y allons, on ne peut pas y aller tant que ce problème n'est pas réglé. Le problème des accords avec Paris n'est pas réglé. Et donc l'indépendance du Congo n'est pas réglée. Réglons ça, et on verra que si on accepte le contenu, et il est à la fois bon et mauvais de ces accords. Il est bon et mauvais. Mais il faut qu'on se prononce. Peut-être que Paris attend ça. Si Paris n'a pas refusé à l'Algérie, qui avait demandé... Paris n'a pas refusé à l'Algérie. Paris n'a pas refusé non plus à la Guinée, Conakry, quand ils ont demandé leur indépendance. Mais nous, comprenons-le, acceptons-le. C'est dur à dire, ça c'est vrai. Je suis né entre guillemets dans l'indépendance, mais aujourd'hui, j'ai découvert que nous n'étions pas indépendants parce que le processus qui devrait nous conduire à l'indépendance n'est pas arrivé à son terme. Voilà le terme qu'il faudrait que j'utilise. Et il faut le faire. Merci beaucoup. C'est le docteur Alexandre Libissa, que vous connaissez très bien, qui est le président du CAP en France.
et qui est aussi un militant de la cause de la démocratie et de la liberté au Congo-Brazzaville. Docteur, vous avez la parole. Merci. Alors, je vais vous parler d'un thème qui me tient à cœur et qui fait peur à tout le monde, puisque personne ne veut en parler. Bon, donc dans un pays comme le Congo, tout le monde a peur de parler de 1959, parce que, en fait, tout le monde est gêné. Et je pense que ce n'est pas, c'est jusqu'à présent, en constatant ce qui se passe dans le pays, c'est pas une façon de faire pour s'en sortir. Donc c'est un mal qu'il faut exorciser. Et pour l'exorciser, il faut en parler. Bon, alors, moi, quand j'ai commencé le catéchisme, on m'a dit que non, nous naissons avec un péché véniel. Donc un bébé qui naît, il a un péché. Donc, il faut le baptiser pour enlever ce péché. Je dis, c'est pas possible. Comment un bébé peut avoir un péché? Alors donc, bon, c'est l'histoire d'Adam et Ève, etc. Mais, en m'intéressant à ce thème, je me suis rendu compte que les Congolais naissent avec un péché véniel. Et ce péché, qui équivaut à la pomme croquée par Adam et Ève, c'est le conflit de février 1959. J'y arrive. Alors, bon, j'ai gratté beaucoup de papier, donc je vais beaucoup lire. Vous avez 15 minutes. Oui, je vais arriver. Donc, mesdames, messieurs, chers amis, le mal dont il est question ici, c'est le tribalisme. Au même titre que le paludisme. Ça, c'est des formations professionnelles. Au même titre que le paludisme, le sida, la tuberculose et d'autres pathologies dangereuses. Le tribalisme est un virus mortel pour l'ensemble de la société congolaise. Contrairement aux apparences, le tribalisme ne profite à aucune ethnie ni à aucune tribu du Congo. Bien au contraire, elle a produit des injustices, des inégalités, des conflits, des crises et une instabilité politique chronique qui paralyse le moindre effort de progrès économique et social. Le tribalisme n'aura qu'un seul et unique effet, celui de faire passer comme une arme de destruction massive chaque Congolais de vie à trépas. Les récentes guerres civiles et la situation politique actuelle sont une illustration patente de cette réalité. Au regard des drames et des tragédies engendrées, nous pouvons définir le tribalisme comme une forme de ségrégation ethnique qui consiste, dans un même pays, à considérer différemment les habitants selon leurs origines tribales. C'est un comportement systématique de méfiance et parfois de mépris à l'égard d'un citoyen originaire d'une autre tribu. C'est un sectarisme lié à l'ignorance et à une étroitesse d'esprit qui refuse d'admettre des opinions différentes de celles que professe son ethnie. Enfin, le tribalisme est comme un appauvrissement intellectuel et une forme d'arriération mentale. Il n'existe pas dans l'histoire du Congo précolonial et de mémoire de Congolais des exemples ou des souvenirs de guerre entre les Congo et les Mboshi, ou entre les Teke et les Vili, ou entre les Bangala et les Bakongo. Les ethnies et les tribus au Congo se connaissent, se fréquentent, se respectent, parce qu'elles cohabitent ensemble depuis des millénaires. L'histoire des animosités interethniques ou intertribales commence avec la pénétration européenne, c'est-à-dire
la traite négrière et la colonisation. Le tribalisme n'existe donc pas dans la tradition bantoue. Le tribalisme est une invention politique. En 1959, c'est la manipulation du personnel politique qui a contribué à provoquer l'émeute. Depuis l'abolition du parti unique au Congo-Brazzaville en 1991, à l'issue de la conférence nationale souveraine, et l'instauration de la démocratie pluraliste, le pays traverse une profonde crise politique et identitaire. Cette crise, qui s'inscrit dans un processus historique, a des origines lointaines et des conséquences néfastes sur le plan économique et social. L'aspect le plus significatif de cette crise a été caractérisé par l'apparition des milices privées et ethniques. Ninja, c'est le poule. Cobra, c'est le nord. Kokoy, c'est le Niboland. Il y a même les requins au bord de la mer qui ont embrasé le pays en 1994, 97. Et ainsi que de 98 à 2000, c'était la fameuse opération Moueba. Le risque d'un nouvel embrasement du pays par ces bandes armées dans cette nouvelle crise que traverse le pays pointe à l'horizon. Le sectarisme politique qui caractérise la société congolaise et qui constitue un sérieux handicap au progrès économique et social a atteint son apogée lors des guerres civiles de 93, 94, 97. Or, un événement avait déjà, semble-t-il, cristallisé ce sectarisme et figé l'histoire politique du pays. Il s'agit des émeutes tribales de février 1959. Depuis ces émeutes, la vie politique du Congo se déroule en permanence dans l'émotion de cette crise qui paraît aux yeux de certains hommes politiques avoir formaté de manière irréversible le paysage politique du pays. En effet, depuis plus d'un demi-siècle, la majorité des crises et des périls auxquels le pays a été confronté portent de près ou de loin les stigmates des émeutes de 1959. Il y a toujours dans la société congolaise un réflexe conscient ou inconscient de se déterminer politiquement par rapport à sa tribu. L'identité nationale demeure encore une réalité virtuelle. Au Congo, la vie politique reste indissociable de la crise de 1959. Tout sur le plan social et politique semble ramener aux conséquences de cette crise, comme par exemple la répartition géographique de la population, l'occupation des quartiers dans les grands centres urbains, la constitution des partis politiques, la répartition des portefeuilles dans un cabinet ministériel, la nomination des hauts fonctionnaires, des ambassadeurs et du chef d'état-major de l'armée, etc. Pour comprendre les bouleversements et les violences politiques au Congo, Brazzaville, bien entendu, et pour saisir les raisons profondes des crises actuelles, il paraît nécessaire d'analyser attentivement les conséquences des émeutes de février 1959. Je vous y invite. Cette crise marque subtilement le début d'un dérapage politique qui n'a cessé de s'accentuer au fil des années. On peut assimiler cette crise à un poison, à un puissant agent pathogène inoculé dès l'aube de l'accession du Congo à la souveraineté internationale. C'est comme une infirmité structurelle que le pays n'a jamais pu ni assumer ni réparer.
Comment cela a-t-il été possible en 1959? On part d'un différend électoral à Pointe-Noire. En effet, 5 mois seulement après la naissance à Pointe-Noire de la jeune République du Congo, 28 septembre 1958. 28 novembre. C'est la proclamation? 28 novembre? Oui, oui, c'est 3 mois. La ville de Brazzaville, où la capitale du pays se trouve, précipitamment transférée dans la nuit, est le théâtre d'affrontements sanglants entre les partisans des 2 principaux leaders du pays, Jacques Opango du MSA, Fulbert de Yulu de l'UDIDA. Alors donc c'est le combat du coq et du caïman, alors d'une violence inouïe, c'est au couteau, à la sagaie, on brûle les maisons des gens, on évente les femmes enceintes, on décapite les bébés, et donc cela a duré... cela s'est passé essentiellement dans le quartier de Bakongo et Potopoto, où effectivement étaient majoritairement concentrés les partisans des 2 leaders politiques. Et ils n'hésitaient pas de brûler certaines victimes dans le cas. On venait à la maison, toi en chaud, on mettait le feu, et puis toute la famille était carbonisée. Donc après 4 jours d'affrontement, donc du 16 au 20 février 1959, la calmie revient grâce à l'intervention de l'armée française. Si la crise a été relativement courte, relativement de courte durée, ses conséquences seront lourdes pour le présent et l'avenir du pays. Les barrières nord-sud vont se cristalliser et le cheminement du pays vers la construction d'une nation solidaire, égalitaire et fraternelle, sérieusement compromise. Les atrocités des journées sanglantes de février 1959 vont rester gravées dans les mémoires et transmises de génération en génération. Cet héritage empoisonne la vie politique et entretient un climat de méfiance entre les principales communautés tribales du pays. On le vit tous les jours. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il faut savoir que nous baignons dedans et on est empoisonné, il faut qu'on en sorte. Ce travail tout en chacun. En guise de conclusion, je dis ceci. Pour lutter contre le tribalisme, il y a quelques pistes qui peuvent être proposées. La première, c'est l'école. L'éducation nationale, la culture. C'est par l'enseignement, l'éducation et la culture que devrait débuter la lutte contre le tribalisme. C'est à la base que les racines de l'intolérance et de la division devaient être combattues, car c'est dans les esprits des hommes et dans leur conscience que naissent les formes primaires de sectarisme. Le tribalisme est né avant tout dans la tête des Congolais, et c'est dans la tête des Congolais qu'il faudrait commencer à le combattre. La formation des esprits est donc indispensable. Monsieur le professeur, vous avez du pain sur la planche. Deuxième. La deuxième piste, c'est celui de l'aménagement du territoire. Il faut en finir avec ces quartiers typés, dont Brazzaville est effectivement l'exemple le plus parlant dans le pays. On a vu dans les conflits de 80 que nous avons connus jusqu'à présent, Filou, Diata, Bakongo, Makelekele, Mikalu et Tatolo, ce sont de véritables ghettos, mais qui ont participé efficacement dans ces guerres civiles, parce que c'est des viviers de désespérados utilisés par des hommes politiques pour renforcer leur milice. On les a puisés là. Donc je pense que c'est un problème à régler par les générations futures de dirigeants du Congo.
On peut proposer aussi un troisième front qui est celui de la bonne gouvernance, en respectant les règles de la gestion du pays. Et un front fondamental, le quatrième et sera le dernier que je propose, c'est le respect des lois. Dans un état de droit dit démocratique, les lois doivent être respectées et appliquées. La première loi qui se situe au-dessus de toutes les autres, c'est-à-dire la Constitution, doit être respectée et appliquée. J'ai dit. Merci. Je ne voudrais pas vous embêter avec des questions, docteur. Je crois que dans le débat, ça va revenir. Vous partez de l'idée que février 59 est une contradiction à la fois historique et organique, et que c'est vraiment la vraie contradiction de notre société, qu'il faudrait trouver les moyens pour transcender cette étape. Donc il faut en parler. Donc aujourd'hui, c'est le jour pour en parler de cette trace qui nous pose des problèmes. Voilà, merci. Henri Pémo est un grand combattant de la liberté. Hein. Nous avons commencé ce travail ensemble. Ce que j'admire chez lui, c'est qu'il a aidé beaucoup de jeunes étudiants congolais qui étaient dans des situations très graves sur le plan matériel, et il les aidait beaucoup par sa structure. Et ça, c'est vraiment une action importante. Merci. Il était question que j'expose sur éducation et culture, mais les deux premiers qui m'ont précédé m'ont tendu la perche. Je vais revenir quand même sur ce que vous avez dit sur les indépendances, parce que c'est tout un travail que je fais, les publications existent. C'est vrai que nous ne sommes pas indépendants, mais si cette situation-là perdure, parce que malheureusement, nous n'avions jamais eu un projet collectif commun qui entraîne tout le peuple. Sinon, on arriverait justement à un référendum par rapport à ça, pour se vouloir indépendant. C'est là où se pose maintenant la problématique de nos politiques. Et c'est là où la nouvelle génération doit être bienveillante par rapport à ce qui se passe et au choix. Il faudrait que ces problématiques-là se posent. Et quand on arrive sur le tribalisme, il le dit très bien, le tribalisme n'est pas une réalité bantoue. Le tribalisme est effectivement une idéologie fabriquée par la colonisation pour la domination. Tout le monde sait, enfin l'adage qui est souvent rappelé, c'est diviser pour mieux régner. Et là, attention, là encore, j'interpelle la nouvelle génération de faire attention, parce que justement, si on prend cette ampleur-là comme une identité nationale ou une identité congolaise, ce n'est pas vrai. Le problème, c'est que le tribalisme existe depuis longtemps, et cette idéologie-là, il faut la combattre. Qui utilise, qui développe le tribalisme chez nous? Ce n'est pas le peuple. C'est le politique qui développe le tribalisme chez nous. Et c'est la politique depuis. Alors, là aussi, s'interpose le choix de l'école. Quelle instruction donner aux enfants pour qu'ils puissent justement avoir les acquis nécessaires de jugement et aller au-delà, dépasser toutes ces histoires qui nous opposent. Ce sont des volontés. Là, par exemple, si on va de la période au sortir de 60 jusqu'à ce que Ngouabi arrive au pouvoir, on a hérité d'un système qui est un système bien évidemment libéral, mais qui est un système colonial. Mais sauf que on l'a bien hérité. Ceux qui nous ont précédés, ils étaient très bien. Parce que quand Lissouba se vante d'être un des grands intellectuels congolais, mais ce qu'il a oublié, c'est qu'il avait tout pour étudier. Il n'avait pas faim, il avait la bourse française. Il ne dormait pas dehors, il avait le Crous. Il avait toutes les possibilités pour étudier. Et toute cette période-là, jusqu'à ce qu'on en arrive à envoyer maintenant des enfants qui dorment dehors, qui d'ailleurs les frais d'inscription ne sont pas payés, il faudrait qu'ils se débrouillent eux-mêmes, les bourses n'arrivent pas.
Donc, quand arrive en 1965 la loi sur l'étatisation, bien évidemment, nous, les gens comme nous qui n'ont jamais partagé le parti unique trouvaient que c'est pour museler l'intelligentsia. Mais la loi que Ngouabi a menée, quand je parlais d'un projet collectif, effectivement, Ngouabi en avait le projet collectif, mais sauf qu'il est allé emprunter son projet collectif ailleurs. C'est-à-dire que faire des Congolais des socialistes ou des communistes, ce que nous n'étions pas. Mais ça a bien réussi, parce que l'étatisation de l'école va permettre à ce que tous les enfants aillent à l'école. L'école était obligatoire. Et on en est arrivé à un illettrisme, à un degré de lutte contre l'illettrisme à 100%. Et là où cette histoire a faussé, c'est que il fallait justement, donc il y avait un besoin d'infrastructures qu'il fallait reconstruire, qu'il fallait remettre, et puis surtout les documents scolaires qui revenaient de la France, il fallait les changer. Mais à cette époque-là, la discussion y était. Sauf si vous n'êtes pas de cette époque, nous avons hérité d'une culture politique, sinon philosophique, importante, même si les référents étaient des penseurs plutôt de l'Europe de l'Est, notamment Lénine, Marx et Engels. Mais il y avait aussi le retour à des écrivains africains et puis des écrivains de la négritude. C'est-à-dire que le Congolais était capable de te parler de la négritude fièrement. Et le Congolais te parlait de l'écrivain qui était au Sénégal aussi fièrement. Parce que justement, les programmes y prévoyaient. Donc, malgré... Là, il avait un concept de projet collectif. Mais sauf que ce concept de projet politique ne convergeait pas avec les sensibilités de notre monde, c'est-à-dire que du monde africain. Et ça a été emprunté. Alors, va arriver, après 91, je vais aller très vite pour vous donner un tout petit peu l'éclairage. Va arriver en 91, la libération de l'éducation. C'est bien, on a libéralisé l'éducation, mais sauf qu'on s'est retrouvé avec un désistement de l'État qui ne se sentait pas responsable. Et en plus de cela, avec des écoles privées où les enseignants étaient d'une incompétence incroyable, donc baisse de niveau de l'État. Mais là où ça va devenir pire, c'est là où on va faire justement de l'école un outil d'acculturation de la masse. C'est-à-dire que cette époque où nous sommes, l'école n'intéresse plus personne. Et on se retrouve avec un ministre de l'Éducation nationale qui va de 10% d'admis au baccalauréat en 2015 à 21%, 20 et quelques pourcents d'admis sans s'inquiéter. Il n'a même pas de compte à rendre à la population. Mais comment peut-on être ainsi? Et encore mieux, les gamins qui manquent le baccalauréat n'ont pas de proposition en retour. Ils n'ont pas de proposition en retour, pourquoi? Parce que malheureusement, il n'y a rien à leur proposer, c'est-à-dire que vous vous débrouillez. Alors, et là, il y a aussi quelque chose où il faudrait qu'on soit hyper vigilant sur le choix de l'instruction que nous voulons. Et encore mieux, si je reviens sur le tribalisme, c'est-à-dire que quand il y a eu ce choix de tribalisme aujourd'hui, encore même à l'époque de Sassou, à l'époque de Ngouabi, il y avait quand même, c'est-à-dire qu'il y avait une multitude des étudiants qui pouvaient sortir. Mais maintenant, c'est ma tribu. C'est-à-dire que il faut que ce soit le mec qui est de l'autre côté, qu'on va faire partir à l'étranger, parce qu'il faudrait qu'il revienne avec une certaine instruction. Et en plus de cela, au fond des dirigeants, c'est que des dirigeants dominants, ils se disent qu'il faut équilibrer les leaders intellectuels.
Mais non, cela ne se passe pas comme ça. Et là encore, il faudrait qu'on travaille. Et quelle école nous faut-il? Mais l'école qu'il nous faut, c'est l'école qui s'approprie, qui s'approprie son histoire. Alors, l'histoire de 59, c'est pas négligeable. L'histoire de l'indépendance du Congo, c'est pas négligeable. Encore faudrait-il que ça ne soit pas dans les colloques où notre seule curiosité nous permette de s'en approprier, mais que ce soit dans les écoles. Maintenant, le Congo est arrivé à un seuil où la culture endogène n'est plus importante. La culture qui est importante, c'est la culture de domination. Et là, si seulement nous ne nous battons pas, si seulement nous ne nous battons pas même au niveau des symboles, on ne s'en sortirait pas. Par exemple, on parle de Marie, je ne sais pas quoi, la Vierge Marie. Mais il y a eu des luttes là-dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut justement enseigner l'histoire de Maman Mafuta et de Kimpavita pour éclairer le monde. Comment cette femme-là s'est battue jusqu'à vouloir noircir Jésus et Marie pour la délivrance du Congo. Et c'est important. Et comment justement, je sais que je suis dans un milieu chrétien, mais souffrez que je le dise, comment justement la chrétienté s'est servie pour nous mettre à genoux jusqu'à admettre la colonisation comme un système qui est nôtre. Là, il faudrait qu'on réfléchisse. Pourquoi? Parce que si seulement on n'apprend pas notre histoire, ce qui va se passer, les responsables que nous avons connaissent très bien comment dominer le monde, c'est-à-dire comment dominer le Congo, en mettant le tribalisme et en mettant les gens à aller prier. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont en train de faire leur truc, ils financent les religions, allez-y prier. Et on nous emmène un charlatan Savognon de Brazza comme étant un colonial sympathique. Comment le terme humaniste. Mais quelqu'un qui vient chez toi, qui prend ta maison, qui prend tes enfants, qui prend ta femme, il est humaniste. Et voilà les symboles que nous avons aujourd'hui. Et il faudrait se battre pour que l'école soit un univers où nous nous approprions d'abord ce que nous sommes, et en plus de cela, permettre à ce que nous ayons un support culturel important pour non seulement s'adapter au monde moderne, et tout en s'appropriant nos existences naturelles, donc arriver à provoquer la recherche scientifique pour que nous puissions effectivement nous prévaloir en tant que Congolais avec ce que nous sommes. Et ça, ce n'est pas évident. Moi, dans l'association que j'avais créée, EAS Fortitude, en 92, 91, 92, nous nous sommes retrouvés, 90, 92, nous nous sommes retrouvés avec des étudiants qui étaient là, déjà mal orientés. Et quand tu reprenais le cycle, on te coupait la bourse. Et deux fois, les bourses d'ailleurs qui n'arrivaient pratiquement pas. Et des gens qui se retrouvaient dehors. Et nous sommes arrivés, et deux fois, quand tu terminais tes études, tu n'avais pas un endroit où éditer ton mémoire ou ta thèse pour soutenir. On a essayé de faire, c'est-à-dire que j'ai mis mes secrétaires à disposition, après avoir été persona non grata à l'ambassade, parce que justement, j'avais demandé aux femmes de l'ambassade, au lieu de tailler leurs ongles à longueur de journée, de saisir les thèses et les mémoires des étudiants. Alors c'est la première fois que j'ai écouté motion d'ordre, machin et tout, on m'a sorti, donc je ne pouvais plus
aller au Congo, mais c'était pas grave, puisque j'étais dans ma lutte. Et donc, on saisissait, on apportait des aides pour les inscriptions, pour que, justement, l'instruction soit au centre de la lutte du Congo. Il est important de mettre la culture et l'éducation au centre de la lutte du Congo. Ça, c'est très, très important parce que ça va nous permettre de nous dominer, nous, dans les sensibleries qui peuvent arriver, qui sont des sensibleries tribales. Et ça peut, effectivement, nous éclairer par rapport à notre histoire que, malheureusement, nous n'avons plus. Je vous remercie. Je pense que l'assistance comprend l'articulation. Nous sommes le 15 août. Il y a eu une première intervention sur la difficulté des accords de l'indépendance, la vraie difficulté. Une deuxième sur la chape tribaliste. Et une troisième sur la désorientation de la culture et de l'éducation. Donc nous sommes là vraiment dans notre débat sur le 15 août. Je donne la parole à mon ami Madédé, qui va probablement nous parler de la République, une des questions compliquées de l'indépendance. Merci Sébastien. Je remercie les organisateurs de cette manifestation en fait qui persistent et ils continuent à le faire. Il faut les encourager pour qu'il y ait des échanges. Je déplore le fait que dans la communauté on cultive la division et on cultive les suspicions, on cultive des mauvaises intentions et des accusations bêtes. Nous sommes tous dans le même combat. On devrait normalement nous soutenir. Chacun a le droit de se tromper, de tomber. C'est à nous de relever celui qui tombe, pas de l'enfoncer dans sa bêtise. Je déplore cela et vraiment chacun de nous doit prendre cet engagement de réprimander ces gens qui causent du tort dans la communauté et qui démobilisent la communauté. Et aujourd'hui, nous devons aller vers l'unité d'action. Notre ennemi est commun, on le connaît, et je vais en parler tout de suite. Ce n'est pas un être humain, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang. Notre ennemi n'a pas un visage d'homme. Notre ennemi, c'est un système. Et donc, le fait de combattre, de se combattre entre nous, ça ne nous arrange pas. Mais le jour que le Congo sera uni, et je crois que ce système tombera. Et nous travaillons donc tous les jours à ce qu'on arrive à cette unité d'action. Ne vous intéressez pas trop à ce tableau, je vais l'expliquer. C'est un tableau qui est dans mon livre « Osons la République » à la page 185. Donc les organisateurs m'ont demandé d'exposer sur la chute imminente de monsieur que je ne cite pas, parce que je ne fais pas sa publicité. Moi, j'ai reformulé le thème, parce que espérer la chute d'un individu ne suffit pas, parce qu'il est remplaçable. Il y a un nid au Congo qui produit ce genre d'individu. Il faut plutôt s'attaquer à ce nid et le détruire. Si vous détruisez celui qui émerge dans le système, si vous l'éliminez, ben quand il partira, le nid sortira un autre, qui pourra être son fils, son neveu, son oncle, vous connaissez le clan. Et donc, je reformule la question pour dire, pour parler de la chute imminente du système politique qui sévit encore à Brazzaville. Ce système, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas un être humain, c'est vraiment un système. Et moi, quand vous voulez attaquer un adversaire ou un ennemi, il faut l'identifier, il faut le définir, il faut le qualifier, il faut le circonscrire pour bien l'attaquer. Mais si vous vous trompez de cible, ben on sera toujours sous la domination de ce système. Et ce système, moi, je l'ai intitulé « despotisme constitutionnel ». Parce qu'en fait, le despote, c'est de prendre tout le pouvoir et le garder pour soi-même. Mais là, c'est pire au Congo, parce que l'usurpation du pouvoir est inscrite dans
constitution et que, soi-disant, le peuple a voté. Et je vais vous expliquer donc, le schéma qui est là, ce schéma constitutionnel. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais comme je vais parler, je crois qu'on va se comprendre. Il faut, pour faire tomber le régime de Brazzaville, il faut comprendre le système. C'est quoi ce système? Et pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre pour le détruire. Parce que vous savez que nos parents, quand ils partaient à la chasse, mon père était un fervent chasseur dans ses heures de loisirs, il me disait que une cartouche qui tue le singe ne peut pas tuer un bœuf, un éléphant. Donc, chaque ennemi a une arme appropriée pour le détruire. Et le nôtre, si nous traînons les pas, c'est parce qu'on ne l'a pas encore bien défini. Le jour qu'on va bien le définir, et c'est ce que nous faisons, c'est pour cela qu'on écrit des livres. Vraiment, j'incite nos frères, nos compatriotes de lire. Il ne faut pas seulement voir la personne qui a écrit, il faut aller voir ce que la personne a écrit, ça peut apporter beaucoup de choses. Et ce que j'ai dit, c'est ce qui est dans mon livre. Si tout le monde l'avait lu, je ne serais pas là à le répéter. Et donc, l'identification du système qui aujourd'hui nous domine, elle est là. Et la force de ce système, c'est qu'il a tout mis dans sa constitution. Et donc vous comprendrez que pour faire tomber ce système, il faut modifier ça. C'est tout simple. Et si on a le temps, on verra comment on peut y arriver à modifier. Vous voyez que dans un pays, dans une constitution, la base, c'est l'élément que vous voyez tout en bas, c'est la base, c'est le peuple. Dans toutes les démocraties, les constitutions commencent par ici, par le peuple, qui se dote d'un suffrage universel. Et avec ce suffrage universel, le peuple commence en premier lieu à mettre en place ses représentants. Donc là, vous voyez, il y a 3 couleurs. La couleur bleue, c'est le pouvoir législatif, qui normalement appartient au peuple. La couleur jaune, c'est tout ce qui est pouvoir exécutif. Et la verte, c'est toutes les institutions qui concernent le pouvoir judiciaire, donc notre justice. Donc dans une vraie démocratie, on met d'abord, c'est le peuple d'abord qui décide, à la base d'un contrat social bien élaboré, qui décide de choisir parmi lui des représentants qui vont constituer le pouvoir législatif. Et la loi, normalement, le pouvoir législatif, donc le pouvoir de faire des lois, incombe impérativement au peuple, pas à n'importe qui, pas à un individu, si on veut être en démocratie. Et c'est cela, le pouvoir au peuple. Parce que la loi, c'est elle qui définit tout dans le pays. L'organisation, la gestion, les finances, tout. C'est la loi qui est au-dessus de nous et c'est elle qui nous dirige. Et quand cette loi n'est pas l'émanation du peuple, elle est dangereuse. Elle est vraiment dangereuse. Donc en démocratie, normalement, ça commence par là. Et le Parlement, qui est mis en place, l'Assemblée nationale, va donc mettre en place ces institutions démocratiques. Et au Congo, depuis 1958, on n'a jamais fait ça, sauf en 92, mais cette expérience n'a pas duré. Et c'est pour cela que je dis, il nous faut aujourd'hui et impérativement oser la République. Et recommencer les choses comme il faut le faire, à partir de la base. Vous vous rendez compte de ce qui se passe, en fait, ce qui s'est passé. Puisque j'ai intitulé ça le schéma constitutionnel de 2015. Je ne parle pas de 2002, parce que c'est 2 sœurs jumelles. Ceux qui voulaient garder 2002, 2015 n'est pas différent de 2002. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un coup d'État. En 1997, comme vous le savez, on renverse les institutions. Ceux qui renversent les institutions contrefont le pouvoir, le suffrage universel. Ils se font élire chef de l'État. Ils se font élire chef de l'État.
À partir de ce moment-là, je peux laisser, on se comprend. Je crois que j'ai une voix qui porte un peu. Donc en ce moment-là, le chef de l'État, il est en place. Qu'est-ce qu'il fait? Un chef d'État qui arrive au pouvoir, toutes ces institutions sont à terre. La tentation, elle est forte pour lui de ramener tout à lui. Et la première des choses qu'il fait, c'est ce qui se passe dans notre pays. Entre parenthèses, les flèches que vous voyez ont un sens. Hein. Les flèches vont de celui qui exerce le pouvoir vers celui qui subit. Donc vous pouvez remarquer que le chef de l'État, en fait, cette flèche, elle est mal positionnée. Hein. Toutes ces flèches-là, une petite erreur dans mon ordinateur. Normalement, cette flèche-là, elle vient vers la Cour constitutionnelle. Voilà. Et le chef de l'État n'a aucune flèche qui l'attaque. Donc en République, il y a une règle simple, c'est qu'un pouvoir qui est mis en place doit pouvoir être arrêté par un autre qu'on met en place. Ce qui fait l'équilibre de pouvoir. Mais ce chef de l'État, en réalité, il n'y a aucune flèche qui vient vers lui, sauf celle-là. Celle qui consiste à le juger pour haute trahison. Mais nous savons que cette flèche, elle s'annule. Parce que celui qui juge, c'est la haute cour de justice. Mais la haute cour de justice est présidée par le premier président de la Cour suprême, qui est lui-même nommé par le chef de l'État. Donc celui qui te nomme, c'est ton patron, tu ne peux plus le juger, c'est pas possible. Donc cette flèche, elle est nulle, en fait. Donc quand on revient, sauf celle-là qui est une erreur, ce chef de l'État n'est pas attaqué. Ce qui explique le despotisme. Parce que tout appartient à lui. Et comment il procède? Et vous allez voir que c'est une puissance très dangereuse. Il commence par nommer une cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle, tout le monde sait, c'est elle qui gère le suffrage, qui est à la base de notre démocratie. Lui prend la Cour suprême en otage. Comment? Il nomme 5 sur 9 membres. C'est la majorité. Donc c'est lui qui choisit le président de cette Cour. Et le président de cette Cour est sous ses bottes. Parce que c'est lui qui le choisit. Donc il peut le défaire, il peut le remettre. Donc celui-là, le président de la Cour constitutionnelle, ne peut rien faire contre ce chef. Donc on ne peut pas l'attaquer. Et en deuxième lieu, il nomme un gouvernement avec lequel il va essayer de prendre en otage toutes les autres institutions. Je vais aller vite. Cette institution, la justice, dans notre pays, l'organe suprême de la justice, ce n'est pas la Cour suprême. C'est le Conseil supérieur de la magistrature. C'est elle qui contrôle toutes les cours et tous les tribunaux du pays. Donc, quand vous êtes convoqué à n'importe quel tribunal, vous avez affaire à ce Conseil supérieur de la magistrature. Et ce Conseil a en son sein tous les membres de la Cour suprême. Oui. Et c'est la Cour suprême qui gère la haute cour de justice. Donc, l'organe suprême de la justice congolaise, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Ironie du sort, le Conseil est présidé par le chef de l'État. Donc, c'est lui le patron de la justice congolaise. C'est lui le patron de la Cour constitutionnelle. Comment pouvons-nous comprendre qu'il y ait encore, au XXIe siècle, avec ce système-là, comment on peut comprendre que les gens aillent aux élections? C'est incompréhensible. Vous jouez un match, Congo-Cameroun, l'arbitre c'est un Camerounais. C'est pas possible. Vous n'allez pas à ce match-là. Parce que l'arbitre va arbitrer en faveur de son équipe. Donc vous avez là un système où le chef de l'État, il a toute la justice, et vous y allez à des élections qu'il organise. C'est pas possible. C'est pour cela qu'on peut crier à la fraude. Et moi j'ai même dit, on peut même serrer tous les points. Le chef de l'État peut même vous donner l'organe pour organiser les élections. Il peut vous le donner. Il peut tout vous donner, toute la transparence possible. In fine, à la fin, lui, il va s'autoproclamer vainqueur. Vous n'aurez aucun moyen de contestation, aucun moyen de contradiction. Et c'est ce qui se passe au Congo. Mais il ne s'arrête pas là.
Il pouvait s'arrêter là. Tu as la justice, c'est bien, tu peux déjà fonctionner. Mais il est très prudent parce qu'il se dit, là, je risque d'avoir des gens qui changent de point de vue et me renverser dans le pays. Il a pris en otage, le chef de l'État a pris en otage notre Parlement. Le Parlement est institué pour faire les lois. Lui contredit le Parlement, il peut faire la loi. Et c'est lui, ça ne se voit pas trop bien, mais c'est lui qui convoque et fixe l'ordre du jour des sessions du Parlement. Vous savez, celui qui vous donne l'ordre du jour pour débattre, il est votre patron. Vous ne pouvez pas passer outre. Et si jamais, là-dedans, il y a des parlementaires qui veulent faire le zèle pour le contredire, il a une arme fatale. Une arme fatale, celle de dissoudre tout ceci. Donc un parlementaire, c'est son gagne-pain quand il arrive là. Il ne veut pas que demain, il a son programme, il veut construire sa maison. Il ne veut pas que demain, dans une année, sa maison n'est pas encore à la toiture, que le président puisse dissoudre cette assemblée. Vous voyez, donc c'est une pression. C'est une pression. Maintenant, il nous dit qu'il a fait une nouvelle république. Avec ça, ça c'est pas une nouvelle république. Pourquoi il dit que c'est une nouvelle république? Parce que le Parlement, l'Assemblée notamment, a le droit aujourd'hui de censurer le gouvernement. Mais regardez bien, le gouvernement du Congo est détaché du chef de l'État. Dans des pays démocratiques, en république, le gouvernement est attaché au chef de l'État. Si le gouvernement tombe, le chef de l'État change de politique. Mais ici, ce n'est pas le cas. Il peut même lui-même organiser une censure de son propre gouvernement. Il peut le faire. Parce que c'est lui qui a le droit de renommer un autre gouvernement. Donc notre grand frère Clément Mwamba, il est dans les beaux draps. Parce que le jour qu'on n'en voudra plus, ce n'est pas Sassou qui va le relever. C'est le Parlement. C'est l'Assemblée nationale. Puisque l'Assemblée nationale, les députés qui sont là, ce sont des députés à la bénédiction de Sassou Nguesso, puisque nous venons de parler du suffrage universel qui est contrefait dans notre pays. C'est lui qui fait la liste des députés. Donc bref, alors nous avons là un pouvoir si énorme. Il nomme les magistrats, il nomme tous les hauts fonctionnaires civils et militaires du pays. Et tous les gouvernements qui sont là, tous ceux qui sont là, ils ont une peur bleue parce qu'ils ont ça qui peut les tuer, cette flèche-là. Cette haute cour de justice les juge. Donc si le chef de l'État a tous les moyens pour intimider les gens. Donc si tu te lèves quelque part, et si tu es juge dans un tribunal, tu veux faire le zèle et bien faire le travail, ben, tu as la haute cour de justice. Il peut te donner juste un coup de fil. Il te dit, vérifie un peu la Constitution. Il y a une haute cour de justice, donc fais gaffe. Le gars va se taire. Haute trahison, c'est jamais défini dans notre Constitution. Donc la haute trahison dépend de ce que le chef d'État peut définir comme haute trahison. Pour arriver à dire quoi? Le despotisme, pour le chasser, il n'y a qu'une seule solution. L'arme fatale qui tue le despotisme, c'est la République. Vous voyez bien que si on se bat pour obtenir un système plutôt républicain, aucun Congolais ne peut s'initier à devenir chef de l'État et faire comme ce qui se passe aujourd'hui. Parce que nous aurons d'abord une cour constitutionnelle libre, indépendante et impartiale. Quand vous avez une cour constitutionnelle impartiale, vous avez un vrai suffrage universitaire. Et vous avez des vrais représentants du peuple. Et si vous avez des vrais représentants du peuple, il y a l'équilibre par ici, les choses sont réglées. Et ici, si vous avez une indépendance de la justice, même le chef de l'État aura peur, parce que la justice sera au-dessus de lui. Donc il n'y aura plus de voleurs. Si, il y aura de voleurs, mais il n'y aura pas de voleurs non sanctionnés. Il suffit qu'un individu, un citoyen lambda du Congo porte plainte, la justice est indépendante, on institue l'affaire et la personne est condamnée. C'est vers là qu'on doit aller si on veut régler le problème de notre pays. C'est la République.
Alors, les solutions sont simples. Parce qu'il y a un ami qui m'a dit, mais tu parles de la République, mais comment y arriver? Je lui ai dit, la solution, elle est simple. Quand je lui ai donné la solution, il m'a dit, c'est trop simple. Comment ça? Je dis, mais c'est celle-là. Les choses complexes sont détruites par des choses simples. Et les choses simples sont détruites par des choses complexes. Le système de Brazzaville est complexe. Il nous faut juste une action simple, claire, connue de tous. Cette action simple s'intitule en 2 et 3 mots. Revendiquer, exiger et prendre. Revendiquer quoi? Revendiquer la République. Et que chaque Congolais qui se lève dans son coin et qu'il dise à sa mère, à son père, à ses frères, et qu'il dise à ses amis qu'on nous a mis un système qui a dupé le peuple. Le peuple ne le sait pas. Il faut aller dire aux Congolais que vous êtes dans un despotisme. Ce n'est pas normal. Ce système viole plusieurs principes de droit. Le premier, le droit élémentaire que nous connaissons, c'est que nul ne peut être juge et parti. Lui, c'est le juge suprême. Il ne peut plus être parti. En fait, il ne peut pas être candidat à une élection présidentielle. S'il veut être juge suprême, comme c'était dans le cas au Royaume-Congo, où le roi était le juge, mais il ne faut plus te battre un poste avec ton sujet. C'est pas normal. Tu es juge, tu ne peux plus soutenir un candidat comme la reine d'Angleterre. C'est pas possible. Tu dois être juge, donc tu es au-dessus, donc tu ne rentres pas dans la compétition électorale avec les autres sujets. Ce président est juge suprême et en même temps, il participe. Ça, si vous allez même au niveau international, au niveau du droit, c'est une notion élémentaire. Pourquoi nos juges, pourquoi nos avocats, pourquoi nos professionnels du droit ne prennent pas ce sujet à corps pour revendiquer ces principes? Pourquoi ils ne le font pas? On devra le faire pour déjà inquiéter, pour déjà... Donc, nous devons revendiquer la République. Et s'ils refusent, je ne dis pas demander, on ne peut pas demander la République à ce despote. Parce qu'il ne l'accordera jamais. On le revendique en lui disant, vous vous êtes trompé, vous avez mis, soi-disant, la nouvelle République, ce n'est même pas une République. Alors on doit mettre en place une République qui est le rêve de nos parents. Depuis 1958, nous devons mettre la République. Et s'ils refusent, alors nous l'exigeons. Nous l'exigeons. Et il y a plusieurs méthodes pour l'exiger. Il y a la défiance politique qui existe. Elle est très forte. Plusieurs dictateurs sont tombés par elle, par la défiance politique, le fait de ne plus reconnaître ce pouvoir. Et le fait de ne plus le reconnaître, mais la base, comme je le disais tout à l'heure, c'est le rassemblement du peuple qui passe par aller dire, aller informer. Le peuple doit prendre conscience dans quel système il est. Et en ce moment-là, le peuple sera unanime avec les opposants du pays, avec nous dans la diaspora. Si nous adoptons un seul leitmotiv de réclamer la République, le pouvoir de Brazzaville va chuter. Et j'en ai terminé. Bravo. Cher ami, est-ce que ce système, le despotisme constitutionnel, que tu as commencé à mettre la lumière là-dessus, est-ce que l'élite politique et le mouvement démocratique qui se bat pour le départ du pouvoir en Brazzaville est conscient de ce système ou pas? Moi, je pense qu'ils sont conscients de cela, mais pas en profondeur. Parce que si les gens étaient vraiment conscients, ils l'avaient vraiment simplifié comme cela, s'ils l'avaient vu, déjà ils n'iraient pas aux élections. C'est pas possible. Vous savez que c'est comme ça. S'ils avaient compris cela, ils ne devraient pas se déchirer ou chercher le leadership entre eux. Ça ne sert à rien.
la première étape, c'est d'abord de gommer ce système, de mettre un réel système républicain en place. À ce moment-là, on peut parler, moi je dis même, le fait, je ne suis pas contre les partis politiques, parce qu'elles ont leur sens beaucoup plus dans l'éveil des valeurs politiques, dans l'éveil des programmes, ainsi de suite. Mais les partis politiques d'aujourd'hui au Congo n'ont de sens que pour cela. Ce n'est pas pour prendre un pouvoir. C'est pas possible. D'accord, on verra dans le débat. Et là, il y a vraiment un dévoilement important. Cyr est un militant, pareil, hein, de la cause du peuple, la démocratie, un patriote qui s'est battu avec Congo Yassika. Vous connaissez le travail de Congo Yassika. C'est un des représentants éminents. Voilà. Merci, Sébastien Mathieu, de m'accorder la parole. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, toutes mes salutations patriotiques, bonne fête d'indépendance, même si dans le fond, en tant qu'indépendance, il y a des choses à dire. Nous nous sommes convenus, je suis un des organisateurs de ce concept du grand meeting, dont le but, depuis 2014, avait été de donner la parole à tout citoyen congolais, à tout acteur, donc d'exiger la République. Le but du grand meeting a été celui-là. Nous sommes aujourd'hui donc 15 août 2016, 3e édition, et le grand meeting aujourd'hui est dans une version spécifique. Nous ne sommes plus dans l'éveil, s'il faut dire, dynamique des consciences, mais nous devons faire, je crois, le bilan d'un certain nombre d'actions qui ont été conduites sur la place de Paris, raison pour laquelle aujourd'hui il a été convenu donc d'avoir un débat beaucoup plus thématique et d'échange. Il m'incombe alors dans ce débat-là de vous parler du rôle de la diaspora et de l'alternance politique. Enfin, les deux, pour paraphraser un peu en mathématiques, il y a une réflexibilité. Il y a une réflexivité. On peut partir de la diaspora jusqu'à l'alternance politique, ou encore l'alternance politique, qu'est-ce qu'elle peut attendre de la diaspora? Ce qui m'a souvent un peu étonné sur la place de Paris, pour la plupart des acteurs politiques que nous sommes, c'est le fait quelquefois qu'on se bat, on ne sait pas pourquoi on se bat. Nous sommes là, il y a des gens qui se lèvent, l'engagement est personnel, c'est bien, qui se lèvent, qui luttent contre un système inique. Seulement, quelquefois je me pose la question, avons-nous tous compris comment fonctionne, comment est constitué un pouvoir, comment faire pour le conquérir et pourquoi avoir un pouvoir? Le pouvoir sert à quoi? Je ne vais pas revenir sur l'exposé, le brillant exposé de mon prédécesseur Madélé. Pour aller rapidement, on parle d'alternance politique, c'est dans un système politique dans lequel il y a des partis politiques qui investissent des candidats. Il investit des candidats à partir des règles communément admises. Et dans cette compétition politique, un ou plusieurs candidats arrivent au pouvoir, à acquérir une majorité de votes, donc du peuple, et acquièrent un pouvoir. Ces élections-là, les plus grandes, pour la plupart, l'élection présidentielle ou l'élection législative du Parlement, amènent pour l'élection présidentielle à la victoire du candidat. Il y a une coalition autour de lui,
avec des partis politiques qui partagent son projet. Et cette coalition-là est majoritaire pour exercer un pouvoir et exécutif et législatif. Souvent, l'élection législative suit l'élection présidentielle et la couleur est à peu près le même. Pour être un peu simple. Et il y a un mandat politique, un mandat présidentiel ou législatif, 5 ou 7 ans ou 4 ans, comme aux États-Unis. Et à la fin de ce mandat, si on organise une nouvelle élection et que un candidat qui n'était pas le chef de l'État, le président de la République, venait à être élu, et avec sa coalition, son parti politique, ou l'ensemble des partis qui sont dans son projet politique, arrive à acquérir la majorité donc du vote du peuple, en ce moment-là, il y a alternance politique. Il faut le comprendre, l'alternance politique, c'est ça. Mais c'est dans un système politique, démocratique, dont les règles du jeu, comme l'a dit mon prédécesseur, les règles du jeu sont clairement établies et admises. À la base, c'est le peuple qui est, on le dit souvent, le souverain premier. Le peuple envoie des représentants, etc., etc. On fait la loi et on arrive à ce système-là. Il se trouve que en 2016, en août, le 15 août, je crois, théoriquement, ça devait être la fin d'un deuxième mandat que nous connaissons, un mandat présidentiel, et il fallait aller aux élections. Et il y a eu donc cette manipulation de changer complètement la règle du jeu pour fausser l'élection afin qu'il n'y ait pas une alternance démocratique. Mais en ce qui nous concerne, puisque nous sommes la diaspora, nous sommes des Congolais pour la plupart installés en Europe, en France, en Belgique, etc., etc., que représentons-nous par rapport au Congo? Qu'est-ce que ce pays-là représente pour nous? Et qu'est-ce que nous pouvons apporter? Pas forcément, pas seulement dans la pratique politique, dans la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir, mais pour le pays en tant que tel, pour toute la communauté. Qu'est-ce que nous pouvons apporter? Mon grand frère tout à l'heure parlait de l'école. L'école qui a été galvaudée, les principes, les valeurs ont été complètement chamboulés. Et finalement, on a des générations qu'on instruit, qu'on forme, mais à qui on n'a pas intégré la notion de citoyen et de construire la nation. Donc finalement, la diaspora, en plus de l'action politique, il y a des écrivains, nous avons pas mal d'acteurs, d'opérateurs économiques, etc., etc. Donc ce sont toutes ces choses-là que nous devons apporter au pays. La diaspora en tant que telle, surtout en ce qui concerne ces trois derniers mois, a été malheureusement, en tout cas, ça a été mon regard. J'ai comme l'impression que nous avons on a passé beaucoup plus de temps à essayer de s'identifier entre nous que d'apporter un véritable changement dans cette situation que connaît le pays. Ce que je souhaite, on aura à revenir longuement peut-être dans les échanges, mais ce que je souhaite, c'est que chacun de nous comprenne précisément. Nous sommes tous une communauté. J'ai entendu parler du tribalisme, de beaucoup de choses, mais il faudrait que nous sachions que nous sommes des éléments d'une communauté, de la nation congolaise. Toute la nation congolaise, elle existe parce qu'il y a des individus à l'intérieur de cette communauté. Et vous verrez un peu autour de nous que certaines communautés, lorsqu'on s'attaque à un élément de la communauté, eux, ils comprennent que c'est la communauté qui est fragilisée. Aujourd'hui, chez nous, il y a un drame dans la région du Poul. Et j'ai comme l'impression que quelques-uns ne le savent pas et ne s'en rendent pas compte. La somme des intérêts
particulier ne fait pas l'intérêt général. Les intérêts particuliers, les miens, moi j'ai mes intérêts, ma vie, mes centres de loisirs et tout, comme chacun de nous. Mais si on prend ça, on associe, si on associe tout ça là, ça ne garantit pas l'intérêt de tout le monde. Donc, il faudrait que nous soyons conscients de ça. Mais ce qui garantit ma santé, ma liberté, parce qu'on ne peut pas venir me chercher à 3 h du matin, on m'amène à la DST, parce qu'on ne peut pas s'en prendre à un membre de ma famille, parce que ma fille ou mon neveu, parce qu'il a eu le bac pour aller étudier à l'extérieur, il faudrait qu'il soit un peu dans l'humeur du système pour bénéficier d'une bourse, etc., etc. Pour que ces choses-là soient garanties, il faudrait que l'intérêt général soit garanti. C'est-à-dire si nous travaillons réellement pour la communauté congolaise, pour la nation, pour l'intérêt général, les problèmes de tribalisme, Alexandre l'a dit, Alexandre a dit que le tribalisme n'est pas dans nos coutumes bantoues, mais c'est un système politique. Et l'usurpation du pouvoir qu'a utilisé le chef, s'il faut dire, le chef d'orchestre de ce système-là, c'est d'utiliser cette idéologie et mettre à bas, mettre en mal le fonctionnement réel de la République, c'est-à-dire les pouvoirs qui sont séparés, mais qui fonctionnent chacun de façon autonome pour l'intérêt de toute la communauté. J'en ai terminé. Merci, Cyr. On a bien compris la préoccupation de notre ami hein, dans cette reclarification du processus de l'indépendance. Il y a la part aussi de la diaspora. Et ce que voudrait Cyr, c'est que cette diaspora soit beaucoup plus active, participe à la fois à la formation de l'esprit du citoyen, pour que justement on n'arrive pas à ce genre d'acceptation.